m'avait vraiment facilité la tâche en parlant et en faisant une magnifique transition, en évoquant le rôle justement des entreprises dans cet enseignement de la gestion. Et précisément, cette seconde table ronde, quant à elle, a trouvé son ancrage dans les évolutions sociétales actuelles. Et l'objectif, c'est précisément de réfléchir ensemble aux défis imposés par ces évolutions sociétales aux écoles de management françaises. Volontairement, dans le cadre de cette table ronde, nous avons sollicité des intervenants au profil extrêmement varié et issus d'univers radicalement différents, parce que nous étions convaincus que la variété et la diversité nous permet d'être créatifs. Et Madame la ministre nous l'a rappelé dans sa vidéo, elle nous a dit de surtout continuer d'oser et de ne rien s'interdire. Alors, à nouveau, je voudrais remercier très chaleureusement les intervenants qui ont accepté avec enthousiasme et de manière spontanée de partager leur expertise. Mesdames Inès Ardan, directrice des campus responsables au sein de Utopie, Flora Gebali, fondatrice de l'entreprise Coalition. Est-ce que Flora est là? Oui, merci Flora. Marie-Claude Pastureau, qui est directrice déléguée du réseau des EGC, qui est présente. Bonjour Marie-Claude. Béatrice Sutter, qui est directrice de la rédaction au sein de l'ADN Group. Bonjour Béatrice. Et enfin, Monsieur Laurent Chauhin, DRH chez Mazars et ancien membre de la CEFDG. Très honoré aussi de vous avoir parmi nous. Je voudrais évidemment aussi remercier Julie Lanick, journaliste au sein de l'AEF, qui a très aimablement accepté d'animer la table ronde et qu'elle soit convaincue de notre reconnaissance à son égard. Je vous laisse sans tarder la parole à tous pour aborder des sujets très différents de ceux qu'on a évoqués dans la précédente table ronde. Julie, c'est à vous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Julie Lanick, journaliste à l'agence de presse AEF Info. Bienvenue à cette seconde table ronde qui, effectivement, sera bien différente de la première, puisque celle-ci est consacrée aux grands défis sociétaux qui s'imposent et s'imposeront aux écoles de management. Donc, la CEFDG souhaite que ce débat puisse faire émerger des évolutions possibles dans les grandes écoles pour, d'une part, être en phase avec ces grands défis du XXIe siècle et, d'autre part, répondre aux attentes de la jeunesse, notamment en ce qui concerne le numérique et la transition écologique, mais aussi répondre aux attentes des entreprises et de la société civile. Donc, plusieurs questions vont être abordées tout au long de cette table ronde. Quelles sont les mutations auxquelles les grandes écoles sont confrontées? Quelles sont aussi les tendances montantes? Comment peuvent-elles y répondre? Qu'est-ce que cela implique dans leur fonctionnement, leur organisation et leur programme? Donc, l'objectif est ici de faire un peu de prospective avec nos 5 intervenants qui ont des profils différents et singuliers. Certaines ne viennent pas du monde de l'enseignement supérieur, mais tous sont en prise directe avec les jeunes générations. Donc, Mathilde vous a déjà présenté, je vous représenterai juste après. Juste pour rappel, nous avons 45 minutes au total, donc ça va aller très vite. Mais bien sûr, il y aura un temps d'échange à la fin. L'objectif est vraiment que cette table ronde soit participative, donc n'hésitez pas à la fin à prendre la parole. Inès Ardan, je commence avec vous. Donc, vous coordonnez Campus Responsable chez Utopie, donc un réseau d'établissements d'enseignement supérieur engagés dans une démarche de transition. Tout d'abord, quel constat faites-vous de la transition écologique dans le monde de l'enseignement supérieur et plus spécifiquement des écoles de management ?
Voilà, oui, c'est mieux, beaucoup mieux. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation et merci Julie, que je salue parce que nous avons organisé les trophées des campus responsables il y a maintenant 8 ans et l'AEF est un partenaire privilégié qui nous accompagne, ainsi que le MESRI. Donc voilà, merci. Pour répondre à cette question, alors j'ai des petites notes parce que je remplace ma directrice au pied levé et j'espère que je pourrai arriver à son niveau. Mais donc, pour répondre à votre question, Julie, ça bouge. Ça bouge dans tous les domaines, auprès de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire qu'au niveau des étudiants, il y a une vraie volonté d'être formés sur ces enjeux. Et il y a également une volonté de trouver un job et d'avoir un job avec du sens. Beaucoup sont prêts à diminuer leur salaire ou leurs attentes salariales pour. Il y a également une volonté... on n'a pas encore beaucoup d'études. Je pense à une faite par le BCG il y a 2 ans ou 1 an sur ces questions. Mais il y a un vrai sujet manifesté par les étudiants et qu'on a aussi revu dans le manifeste pour un réveil écologique qui a mentionné ce besoin et cet appel à être formé, cet appel au monde de l'enseignement supérieur à aborder ces sujets entièrement et profondément. Il y a également, ça bouge également au niveau des professeurs au sein des établissements qui se réunissent, par exemple au sein de collectifs comme Enseignants de la Transition ou de réseaux comme Bi-Académie, que Campus Responsable anime, pour essayer de regrouper, construire, créer du contenu pour ces cours. Des cours qui eux-mêmes n'ont pas forcément eu l'occasion de découvrir et d'apprendre et qui doivent un petit peu du jour au lendemain produire, créer, et ça demande un travail considérable, des études de cas nombreuses, etc. Donc ça bouge à ce niveau-là. Ça bouge également au niveau des entreprises qui recherchent des étudiants formés et ayant ces compétences. Et ça bouge également d'ailleurs au niveau étatique avec le groupe de travail présidé par Jean Jouzel qui s'intéresse justement à l'intégration de ces questions dans l'enseignement supérieur, toutes formations confondues. Donc c'est un vaste sujet. Et ça bouge également au sein des campus même qui ont mis en place et qui mettent en place depuis maintenant de nombreuses années des démarches de transition, d'évaluation de bilan carbone, de mobilité douce, de numérique responsable, etc. Mais il y a quand même un constat hyper important à faire et quand même très visible. Ah oui, il y a eu toute une session de rentrée climat pour la sensibilisation. Donc ces sujets sont vraiment là. Mais il y a quand même un constat, et je pense que nous le savons tous, c'est qu'on est encore loin du compte. Oui, et justement, Inès, est-ce que vous pouvez nous dire comment les écoles de management peuvent réellement se transformer sur ces sujets et avoir un réel impact pour qu'on aille encore plus loin, en fait ? Bien sûr. Alors, en fait, si on continue de former les jeunes de la façon dont on les formait hier, on aura demain les entreprises qu'on avait hier et qu'on a aujourd'hui. Donc, le plus important et le plus fondamental, c'est transformer les formations, donner aux étudiants, tous secteurs confondus, toutes formations confondues, des compétences concrètes pour mener la transition au sein des entreprises. Ce n'est pas juste un sujet d'expertise, c'est réellement verdir l'enseignement dans tous les secteurs, sur toutes les formations. Cela étant dit, c'est quand même vraiment compliqué et ça demande beaucoup de choses. Je vais vous proposer trois réponses, je vais essayer de faire rapidement, qui peuvent être un peu concrètes et que nous on propose et avec lesquelles on travaille beaucoup avec Campus Responsable et les établissements qui sont dans ce réseau. Que je vous invite à regarder et à rejoindre, c'est tout d'abord la définition d'une raison d'être. C'est quelque chose qu'on applique également aux entreprises que l'on accompagne. Il y a cet enjeu de redéfinir le sens et la mission sociale de l'enseignement supérieur qui va plus loin que simplement former la capacité de réflexion et d'esprit critique des étudiants, mais leur donner réellement des compétences pour être à même de leader les entreprises dans le monde de demain. Cette raison d'être permet de donner un prisme, de donner une sorte de stratégie globale à l'établissement pour que chaque action, qui soit par exemple directement sur le campus ou qui soit au niveau de la gouvernance ou de la stratégie ou des investissements, soit mise en place avec le prisme de cette raison d'être, qui est à définir plus précisément. Et c'est ce qu'on fait avec de nombreuses universités, et c'est ce que certaines écoles ont commencé à faire en obtenant le statut de société à mission, notamment Grenoble, EM Lyon, Toulouse Business School et d'autres.
Mais c'est un début et on vous encourage vraiment à vous poser la question. C'est une façon d'encourager les directions à se saisir de ces sujets et d'avoir ce prisme dans toutes les décisions. Et puis je vais très très vite, excusez-moi. Il y a cet enjeu de mesurer. En fait, on ne peut pas transformer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et ça, c'est très clair. Il faut faire du reporting. Il faut avoir un cadre. Il faut essayer d'évaluer comment est-ce que les écoles peuvent pousser les enseignants à inclure ces sujets. C'est très compliqué parce qu'on est dans un système où justement on essaie de pas... il n'y a pas un lien. On voudrait que l'enseignement supérieur ne veut pas dicter aux professeurs le contenu de leur cours, et c'est très bien. Mais par contre, il est essentiel de bouger cette transition au niveau du contenu des cours, et donc il faut mesurer. Trouver des façons, par exemple, simplement un quota en termes horaires du tronc commun dédié à ces enjeux dans chaque discipline. Et en dernier point, pardon, il y a le sujet des accréditations. En fait, c'est vraiment pour nous quelque chose d'essentiel, tout comme la question des classements. Il faut que ces sujets fassent partie des accréditations. Je pense que vous connaissez bien mieux le sujet que moi, mais c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Les classements et ces accréditations sont quelque chose de très stratégique pour les écoles et pour les étudiants qui les regardent et qui sont à l'origine de beaucoup de décisions et de choix stratégiques. Il faut vraiment que les critères du développement durable soient présents dans ces accréditations. Merci Julie, désolée pour le débordement. On a peu de temps. Donc Flora Gebali, j'enchaîne avec vous. Vous avez fondé une société de conseil spécialisée en transformation écologique et sociale pour accompagner les acteurs économiques. Vous connaissez bien la génération Z, donc je rappelle celle qui est née à la fin des années 90. Quel regard portez-vous sur cette jeunesse et quelles sont ses particularités et ses attentes ? Alors bonjour à tous. Déjà, il y a un truc que je voulais noter, c'est que souvent, quand il y a des conférences et des colloques et qu'on parle de l'avenir, il y a plus de femmes que d'hommes sur les panels. Et en vrai, en général, quand on parle de n'importe quel autre sujet, il y a plus d'hommes. Donc, je crois que demain nous appartient, mais on est ravis de vous avoir. Je veux pas... On est ravis de vous avoir. Mais il y a aussi plus de jeunes. J'espère. Ouais, c'est logique. C'est plus logique que les femmes. En tout cas, tout ça pour dire que quand on parle de demain, il faut peut-être aussi accepter une forme de sensibilité et d'ouverture d'esprit au monde qui vient. Moi, je vais être beaucoup moins concrète et que ma voisine, mais j'ai pas mal d'amis qui ont fait des écoles de commerce. Déjà, j'ai une super copine qui s'appelle Anne. Alors déjà, on dit école de management visiblement, mais moi, j'ai toujours entre école de commerce. Excusez le manque de professionnalisme de ma démarche. Anne, elle a ouvert récemment un salon d'esthéticienne. Et avant ça, elle avait un très haut poste en marketing chez Dior. Et quand elle a fait ça, qu'elle est devenue esthéticienne, elle a fait un CAP, etc. Je lui ai dit, mais Anne, qu'est-ce que tu fais ? Et elle m'a dit, avec le burn-out que j'ai traversé et ce que m'a dit ma DRH quand je lui ai annoncé ma grossesse, à savoir, tu vas pas pouvoir rester chez nous ou alors tu vas te débrouiller. En fait, je me suis rendu compte que ma vraie passion dans la vie, c'était de parler avec des gens. Et je me suis demandé quelle profession parlait le plus avec des gens. Et je me suis dit, les esthéticiennes, franchement, ça papote pas mal. Première amie, c'est Anne. J'ai une deuxième amie qui s'appelle... Donc, Anne, elle a fait l'ESSEC. J'ai une deuxième amie... J'ai une deuxième amie qui s'appelle Éléonore. Éléonore, grâce à une association géniale, elle est devenue prof institutrice en ZEP. Mais avant ça, elle avait fait Audencia et elle travaillait en conseil en stratégie. Et elle travaillait en conseil en stratégie et vers 28 ans, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle était très malheureuse. Donc, elle a commencé à prendre des cours de philo du soir. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, sa passion depuis toujours, c'était ça. Et donc, elle est devenue prof de philo. Et elle s'éclate grâce à une association qui s'appelle Le Choix de l'école et qui fait un peu le boulot de l'enseignement national en ce moment. Mon troisième ami s'appelle Manu, il est boulanger. Alors, excusez-moi, je vais arrêter la liste, je pense que vous avez compris l'idée. Mais Manu, il a ouvert 3 boulangeries depuis qu'il a eu son CAP. Il est diplômé d'HEC. Il s'est rendu compte que ce qu'il voulait vraiment comprendre, c'était l'entrepreneuriat et le commerce de proximité. Et quoi de plus intéressant que le modèle économique d'une boulangerie, me direz-vous ? Et pourtant, pendant ses études, on lui avait jamais parlé de ce modèle-là.
Je vais arrêter cette liste. Ces gens-là, ils sont de ma génération. Alors, je suis plus vraiment parmi les jeunes parce que je suis née en 1994 et les Gen Z démarrent en 1995. Donc, moi, je fais partie des Y, les millennials, ceux qui sont aujourd'hui les jeunes actifs. Vous savez, les gens qui ont du mal à trouver du travail et à s'épanouir. Ces gens-là, ils ont fréquenté les bancs de l'école classique. Ils ont fait des écoles de commerce. Et c'est génial parce que les écoles de commerce, ça mène à tout. On nous a toujours dit ça. Malheureusement, pour 30% d'entre eux, c'est les statistiques de ceux qui se sont réorientés. Donc il y a Anne, Éléonore et Manu que dans mon entourage. Mais au-delà, il y a 30% des jeunes qui se réorientent quand même. C'est beaucoup. Le parcours de vie n'a pas été si évident. Et finalement, ils ont tous dû revenir de cette idée qu'on leur avait vendue au collège et au lycée, qui est l'école de commerce, ça mène à tout. Donc ça, c'est quand même un premier problème. Et en fait, quand on regarde, ça mène pas vraiment à tout. Ça mène majoritairement à deux choses, la finance et le marketing. Quand on regarde les... Alors, vous pouvez réagir à la fin de la table ronde. Je vais accélérer parce qu'on nous a non, mais on entend bien voilà, cette quête de sens qui vraiment anime la jeune génération. Si je vais plus loin, la génération Z, elle, c'est la génération qui est en rupture. Et j'ai pas le temps de vous faire l'exposé, mais il y a un documentaire génial du même nom, Rupture, qui est disponible en ce moment sur Internet et qui suit 5 jeunes qui ont arrêté leurs écoles en cours, qui ont fait des auto-formations, qui ont complètement changé de voie. Je vous invite à le voir parce que, attention, ce qu'on fait ici, c'est pas décrypter des signaux faibles. Ça, c'est ce qu'on aurait pu faire en 2010. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est décrypter une tendance qui est là, qui est présente, et ma voisine de gauche, je pense, va le confirmer, et du coup, qui concerne tous les jeunes de notre pays. Donc, j'imagine que c'est impactant pour vous. Bonne nouvelle, vos écoles, ça reste des choses fondamentales qui peuvent encore à nouveau mener à tout. Mais il y a 2 sujets qu'il faut prendre en compte en urgence. Le premier sujet, c'est le sens. C'est qu'en fait, on ne peut pas former des gens... en fait, quand on sort de prépa et qu'on arrive en grande école, ou quand on arrive en grande école tout seul, et qu'en fait, on ne sait plus pourquoi on est là, c'est la garantie de faire d'avoir des quêtes de sens. Et le meilleur remède pour ça, c'est de les envoyer sur le terrain. C'est de les faire entreprendre directement avec leurs voisins, avec les collectivités. C'est de recréer du lien social. Si vous voulez recréer du sens, il va aussi falloir mettre un peu de diversité dans vos écoles. Et quand je parle de diversité, je parle pas seulement origine, je parle aussi de tout ce qui est neuroatypique. Aujourd'hui, quand on est neuroatypique, passer un concours de grande école, c'est mission impossible. Or, les neuroatypiques, ils ont une valeur ajoutée énorme dans les entreprises, et les entreprises s'en rendent de plus en plus compte. La deuxième chose, c'est que c'est de votre responsabilité de créer les leaders conscients et engagés qui vont nous conduire vers la transition écologique et sociale. Je pense que la transition écologique, c'est plus un doute, c'est plus une opinion. Les climato-sceptiques n'existent plus. C'est une réalité scientifique, et votre pouvoir dans cette salle, il est colossal. Vous êtes peut-être la salle la plus puissante de la transition écologique en ce moment, parce que vous avez le rôle et la responsabilité de former les leaders de demain. Et ces leaders-là, ils vont devoir radicalement changer si on veut tout simplement sauver le monde. C'est aussi énorme que ça. Donc, votre responsabilité, c'est de former ces leaders éclairés. Et alors, pour les former, le meilleur moyen, c'est pas de continuer l'excellisation du monde et de l'entreprise, parce que l'excellisation du monde, c'est un fléau. C'est au contraire de les emmener, de leur ouvrir l'esprit, de développer leur passion, de recréer du sens, de recréer du lien, de les ancrer dans le territoire. Combien j'ai d'amis, notamment à l'EM Lyon, qui n'ont pas visité Lyon. Ils sont restés sur le campus, ils sont restés dans des colloques, et après ils sont revenus, et ils n'avaient pas vu la ville, ils n'avaient pas vu les quartiers, ils n'avaient pas compris les écosystèmes qu'il y a autour. Voilà. Ouais. Merci. Bon, c'était très riche. Vous pourrez réagir à la fin. Désolée, vous voyez que dans la salle, ça bougeait, ça parlait. Faudra bien réagir à la fin. Oui, Franck. Béatrice, je vais continuer avec vous. Et cette fois-ci, on va laisser de côté un peu la transition écologique pour parler numérique. Vous décryptez dans votre média, justement, les mutations apportées par le numérique qui impliquent de nouveaux usages. Et vous, justement, comment analysez-vous cette génération qui est née, qui a grandi avec le numérique ? Quels sont les comportements récurrents qu'on doit retenir ? Alors bonjour à tous. Bon, je pense que dans la salle, vous voyez à peu près autant de jeunes que moi, si ce n'est beaucoup plus.
Je vais vous partager des choses que nous, on constate quand on regarde les tendances du côté du numérique, puisque c'est la mission de l'ADN. Donc à l'ADN, ce qui nous a beaucoup surpris, d'abord, c'est la distinction entre les millennials et la génération Z, donc ceux qui arrivent et qui vont franchir vos portes. Incontestablement, la génération Greta existe. Greta est née en 2003, elle arrive chez vous là, cette année ou l'année dernière. Donc cette motivation, cette très grande, cet engagement dans la transition écologique, ce désir, cette remise en cause évidemment des élites et de leur comportement. Mais nous, ce qui nous a beaucoup frappé aussi, j'ai envie de dire en même temps, c'est une génération effectivement qui a les deux pieds dans le numérique et la consommation. C'est-à-dire qu'on a vu émerger, surtout à la faveur de ces confinements, des marques d'ultra-consommation. Alors, par exemple, on est en train de travailler sur une marque qui s'appelle Shein, que vous avez peut-être déjà regardé. Donc ça, on est dans de l'ultra-fast fashion, puisque c'est une application chinoise qui est en train de dévorer tout le secteur, en étant vraiment un mélange sous stéroïdes de Zara, Amazon et TikTok, et qui attaque cette cible des jeunes, des très très jeunes, surtout les filles, mais enfin pas que, c'est en tout cas vraiment la cible des 12-16 ans, et donc des comportements dans cette population d'une ultra-consommation. Ce qu'on constate là, dans un univers qui est presque à la fois physique et digital, on le constate aussi dans une ultra-consommation sur le numérique, ce qu'on a appelé chez nous l'économie full digital, full avatar, où on consomme avec de la monnaie numérique, sur des plateformes numériques, des objets numériques. Donc c'est une génération qui va être complètement habituée dans le fait d'avoir une consommation, et on achète chez Shein des t-shirts à 3 €, mais aussi pour un peu moins que ça, des t-shirts pour leur avatar numérique. Donc une génération qui a vraiment des comportements en tant que consommateur assez nouveaux, ils restent très consommateurs. Et puis, un profil de consommation que nous, on a appelé les conso-traders, c'est-à-dire qu'après avoir été des consommateurs, enfin nos grands-parents, nous peut-être plutôt des consommateurs acteurs, comme on disait, c'est-à-dire des consommateurs très engagés qui ont envie d'avoir leur part de voix. Là, on voit des générations, alors moi, ça m'a littéralement scotché, parce que c'est des consommateurs qui investissent en même temps qu'ils achètent. Quand je dis ça, je parle de gamins de 15 ans, quoi. Donc on le voit sur plein de marchés. Alors le marché de la fashion, parce qu'évidemment à cet âge-là, on est très, très prenable sur ce genre de marché. Mais quand on regarde les gamins qui investissent dans la basket et qu'on les fait parler, on a là des petits Bezos. Alors c'est peut-être une projection un peu forte, mais enfin c'est vrai que c'est des gamins qui savent gérer une boîte, qui sont surtout totalement numériques. C'est-à-dire que moi, c'est des conversations que je pouvais avoir il y a 15 ans avec quelques personnes en direction digitale. Là, ils savent, mais tout, quoi. Ils décryptent incroyablement et surtout, ils font. Donc, c'est vraiment des consommateurs parce qu'ils font et surtout, ils dealent directement. Donc, je vais vous donner juste un exemple sur ce marché de la basket qui est un peu particulier. Ils s'organisent en meute, en groupe, dans ce qu'on appelle des cook groups. Donc, il faut montrer patte blanche. Dans ce cook group, on s'organise. Tout ça, on a 15 ans. On s'organise pour savoir où sont les sorties de basket. On s'organise avec des bots pour acheter en masse ces baskets, puis les revendre avec un bénéfice. Donc c'est quand même des comportements qui sont étonnants. Et on voit donc arriver cette génération de gamins qui sont à la fois très consommateurs, ils ne sont pas que Greta, il y a autre chose en eux, et incroyablement fités pour devenir des entrepreneurs. Ouais, donc en fait, les écoles de management doivent prendre en compte cette contradiction, si je comprends bien. Est-ce que peut-être vous avez des bonnes pratiques ou des conseils à donner aux grandes écoles, ou du moins comment peuvent-elles se saisir de ces mutations qui sont liées au numérique ? Alors, je ne me permettrai pas de donner des conseils parce que c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise, donc vous êtes certainement beaucoup plus apte. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a cette double phénomène très étonnant dans cette génération. C'est effectivement une sensibilité à fleur de peau dans cet engagement écologique.
Et alors, est-ce que c'est les mêmes? Je ne suis pas sûre. Et cette capacité à être dans un business où ils ont très très bien compris ce que nous, on commence à décrypter comme étant le Web 3.0, donc vraiment l'habitude d'être sur des organisations très chaotiques, très fluides, très real-time. Enfin, ils sont d'une agilité que je... Enfin, là, pour le coup, je vais faire un constat vraiment de journaliste, donc vraiment c'est neutre, hein, mais je sais qu'aujourd'hui, pour décrypter un certain nombre de tendances et un certain nombre même de tendances dans les organisations, les business, je suis obligée d'aller plutôt voir des VC, des gens qui investissent, que des experts, parce qu'en fait, les experts ont du mal à se tenir à jour de ce qui se fait réellement sur le numérique. J'ai très peu de professionnels qui sont très forts, par exemple, sur le secteur du gaming. Et c'est pas pour être fort sur le secteur du gaming, c'est parce que ça innerve tous les nouveaux modèles. Donc c'est vrai que le conseil que je pourrais me donner déjà à moi-même, c'est d'être extrêmement réceptif à tous ces nouveaux modèles, parce que c'est clair qu'en tout cas, pour ma part, je ne pourrais plus enseigner à des très jeunes sans me tenir très, très, très informée de toutes ces pratiques. Merci. J'enchaîne directement. Côté entreprise, avec vous, Laurent Join, donc vous êtes DRH du groupe Mazars, mais vous avez aussi beaucoup d'expérience dans le monde des grandes écoles et notamment à Neoma Business School. Donc, ça remonte un peu. Mais oui, ouais. mais votre CV est très long, j'essaye de le résumer en tant que DRH. Neoma un jour, Neoma toujours. Pouvez-vous expliquer en quelques mots comment les entreprises justement s'adaptent à cette génération Z là qui est en train d'arriver? Alors, je ne veux pas être décevant, mais moi je ne suis pas du tout un spécialiste des jeunes générations. Non. Par contre, je suis le meilleur spécialiste mondial des jeunes générations chez Mazars. Voilà, Vous c'est savez parfait, pourquoi? c'est ce qu'on veut. Parce qu'on leur demande. D'abord, nous, 95% des gens qu'on recrute sortent alors pas seulement en France évidemment, mais des grandes écoles. Donc là, on est famille un peu quand même. En fait, on leur demande. Donc on mène régulièrement des grandes enquêtes sur des milliers de personnes. On va faire court. Deux idées. La première, c'est que, je résume ces enquêtes, quand vous demandez à la génération Y, donc 80-95, pourquoi ils viennent dans l'entreprise, réponse: pour la changer. Et donc à la question, alors contrairement à toutes les grandes études qui vous disent ils ne veulent pas être managers, ils ne veulent pas être managés, nous c'est très simple, 83% des gens qui ne sont pas déjà managers dans cette génération Y, et il en reste très peu parce que ça va vite, on a même des dirigeants Y, nous, vous disent je veux être manager. Donc la génération Y, elle veut manager. La génération Z, elle nous dit alors là, pas du tout, nous on veut consommer. Donc en fait, on vient pour consommer la boîte pendant 2-3 ans, après on fait autre chose et on va bouger. Donc les 15 ans qui viennent, c'est des Y qui dirigent des Z. Deuxième idée, c'est que le monde en fait dans lequel on va, c'est pas un monde unique. C'est-à-dire, on a évidemment, quand vous avez un marteau dans la main, tous les problèmes sont inclus. Donc, on a toujours tendance à vouloir voir que la tendance qu'on a identifiée, c'est en fait non, il y en a 50, il y en a plein. Il y en a une que je vous donne, qui est quelque chose qui est très très peu étudié. Donc, foutez-moi un maximum de chercheurs là-dessus. Les slasheurs. Alors, pas au sens anglais du terme, c'est-à-dire des films où on coupe les têtes des gens, mais des gens qui changent de métier tout le temps. Seth Godin a dit un jour, mon grand-père avait un métier toute sa vie, mon père a eu 7 métiers dans sa vie, moi j'ai 7 métiers en même temps. Les slash working, la multiplication, le portefeuille d'activités, comme dirait Charles Endy, ça c'est le sujet majeur des 10 ans qui viennent, mais déjà là, ici, maintenant. Nous on a enlevé la clause d'exclusivité des contrats de travail chez Mazars. C'est-à-dire que dans nos contrats de travail, il n'y a plus l'obligation de travailler que pour Mazars. Et deuxième chose, notre campagne employeur qui sort, là, c'est pour dire, et surtout, si vous venez chez nous, consacrez pas 100% de votre énergie à nous. Hein. Donc en fait, faites d'autres choses aussi. Un peu en rupture, non ? Ça c'est l'avenir, vous allez voir. Nous, comme on est des challengers, on peut faire des trucs comme ça. C'est plus compliqué pour mes grands confrères, c'est plus compliqué pour des grandes institutions. Donc pour moi, c'est ça les deux phénomènes qui vaut le coup d'échanger là. Très bien. Et les défis peut-être des écoles de management pour vous, quels sont-ils ? Alors, vous savez que chez Mazars, on ne donne pas de conseils. On en vend. Et donc, non, en fait, je vais en donner 4 quand même. Ouais, mais là, bon, enfin, Franck connaît ça mieux que moi encore, mais
La première des choses fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, apprendre, c'est apprendre vite, en un temps très court, des choses qui sont très centrées. Donc en fait, le monde de demain, c'est ce qu'on appelle des snackable contents. C'est des choses qu'on peut, vous voyez, comme un snack qui remplace un repas. Donc en un truc qui fait moins d'un quart d'heure, on a dans tous les domaines d'expertise un accès facile à ça, très user-friendly, any device. Mais du coup, ça donne deuxième problème, en quoi aujourd'hui les corps professoraux de business school sont prêts à faire ça. Objectivement, là, vous êtes très mal placé. Parce qu'il faut le problème des snackable contents, il faut en produire des milliers. Or, les profs ne sont pas câblés pour ça. Enfin, on n'est pas câblés, j'en fais partie. Donc ça, c'est le deuxième problème, c'est l'agilité des corps professoraux. Ça, c'est un truc sur lequel il faut absolument bosser. La troisième chose n'a rien à voir avec ça, mais c'est que si vous regardez l'essentiel de la concentration dans le monde des business schools, c'est resté entre business schools. Neoma, c'est un exemple, mais c'est-à-dire, en gros, c'est un petit monde qui vit un peu quand même en entre-soi. La vraie question qui va se poser aux business schools, mais aussi à nous d'ailleurs, c'est comment on va être capable d'hybrider demain, par exemple, des business schools avec des PSF, des firmes de services professionnels. Ce n'est pas énormément le cas aujourd'hui. Vous nous voyez comme potentiellement des gens qui financent de la recherche, des fonds, des chers, tout ce qu'on veut, des clients qui embauchent vos... Mais là, demain, nous, dans l'autre sens, sachez qu'on est en train de réfléchir à ça. C'est-à-dire clairement comment peut-être demain, un jour ou l'autre, on va avoir des fusions entre des business schools et des PSF, par exemple. C'est-à-dire des gens qui travaillent à la transformation du business, mais qui sont confrontés à ça et qui font du thought leadership, de la recherche, des choses comme ça. Le dernier point, c'est que clairement, vous devez, je l'ai entendu tout à l'heure dans la première table ronde, il faut réinventer des modèles de leadership, mais si vous voulez, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est 60 ans vachement productifs, formidable. La productivité en 60 ans est multipliée par 50, mais c'est de la productivité d'ouvriers, de travailleurs de bureau. Ben, en fait, on est entré, comme disait Drucker, dans l'ère des knowledge workers, et ça, la productivité d'un knowledge worker, c'est plus compliqué. Donc, il faut réinventer des modèles de leadership pour que les Y dirigent facilement les Z, qui ne sont pas ceux que les boomers ont inventés pour nous, les X. Vous voyez, un assessment center aujourd'hui, vous pouvez le faire passer à des Y, mais enfin, c'est des trucs inventés par des baby boomers pour essayer de déchiffrer des X. Donc, il faut réinventer le modèle leadership. Ça, c'est un espace extraordinaire pour les business schools. Merci beaucoup. Et je termine avec vous, Marie-Claude Pastureau. Voilà, je vous vois. Donc, vous portez la voix des écoles de commerce de proximité avec des bachelors qui sont proposés partout en France. Comment les écoles de management, selon vous, peuvent former les talents de demain ? On vient de dresser un peu leur portrait, et tout en participant à la compétitivité du pays. Quelles forces doivent mettre en avant les écoles de management, selon vous ? Avec tout ce qu'on vient d'entendre, elles doivent être vraiment très, très puissantes. Alors, je voulais peut-être en préalable rappeler d'abord, c'est vrai que c'est très intéressant et que ça pourrait faire l'objet d'un débat, d'un après-midi complet, parce que c'est vrai que ce sont des questions qu'on se pose en permanence. Peut-être en préliminaire, rappeler aussi que école de proximité, territorialité, ça ne veut pas dire immobilisme, mais que ce sont des écoles qui sont également très, très dynamiques et qui doivent être au contraire très réactives parce que sont en permanence en lien avec leur environnement local, socio-professionnel. Il ne faut pas oublier quand même que dans les régions, on a une majorité de TPE, de PME, et les écoles de management préparent aussi. On ne prépare pas que pour des entreprises du CAC 40 et que c'est même là la majorité des emplois et que ces entreprises-là sont très exigeantes. Alors effectivement, j'ai bien entendu, si on continue de les former comme dans le temps, les entreprises n'évolueront pas, mais elles évoluent vite et elles ont besoin véritablement de flexibilité, d'adaptabilité. Et notre rôle dans les écoles aussi de proximité, c'est ce relationnel-là. On est très à l'écoute, on a la chance de pouvoir être très à l'écoute des entreprises parce que travailler en manière proximité, puis tout à l'heure M. Bruno le rappelait aussi, c'est elles qui nous alimentent également dans ce que l'on doit faire pour évoluer. Alors les écoles de proximité, elles ont aussi comme caractéristique de répondre bien évidemment à l'ancrage territorial et à l'aménagement du territoire. Les jeunes, à un moment, même s'ils partent poursuivre des études, on a vu qu'on avait un taux de poursuite d'études, moi je parle plutôt des programmes bachelor, là, taux de poursuite d'études de plus de 50% sur ces programmes-là, sont des jeunes qui à un moment reviennent, qui vont rendre au territoire aussi ce que le territoire leur a donné. Pas tout de suite, parce qu'ils ont envie de bouger, d'aller voir, l'international fait partie aussi du programme, mais peut-être qu'à un moment, vont réinvestir aussi, et sur des activités assez novatrices, le fait d'être allé voir. Donc c'est important pour le monde de l'entreprise. Il faut parler des familles. On est quand même dans une période très compliquée. Ça fait 2 ans qu'on a des jeunes qui sont au lycée un peu déstructurés, à suivre des cours à distance, sans repères, etc. Et on intervient de manière très forte pour
continuer de mettre ses repères. J'ai trouvé dans l'éducation de l'Émile, Rousseau parlait du maître en disant aussi longtemps que son secours est nécessaire, le diriger, ce n'est pas le contraindre. Donc effectivement, on a aussi ce rôle de bienveillance accompagnatrice pour l'aider à avoir des repères. Effectivement, ils peuvent faire du business à 15 ans et monter une affaire mais ce n'est pas tout le monde. On parle d'une génération, mais dans une génération, il y a combien de groupes? Vous avez les aventuriers qui sont dans la création, l'innovation, qui vont tout casser et qui, à la limite, n'ont peut-être pas besoin de nos cours et de nos leçons. Et puis, vous avez des gens qui sont aussi dans la sécurisation, qui ont besoin d'être un petit peu encadrés. Et on n'est plus maintenant dans le transfert de connaissances. Il y a quand même longtemps qu'on a évolué. Je pense que les écoles de management ont fait leurs preuves là-dessus. Mais on est sur l'accompagnement à aller vers l'adaptabilité, vers l'autonomie, vers la prise de décision, le respect des engagements. C'est pas parce que je suis jeune et que je veux tout casser que j'ai pas des engagements à respecter vis-à-vis de ceux qui m'emploient. Et même si je suis assez mobile, je dois faire les choses dans les règles. Et puis vous évoquiez également la notion de multimétier. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ça me paraît être une évolution normale de changer de métier et de pouvoir faire des passages à 360 degrés. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est choquant. Et quand on dit qu'on est effectivement capable de préparer des jeunes à tout, moi j'ai des expériences de jeunes. J'ai un ancien étudiant qui est chanteur d'opéra aujourd'hui. Et il dit, heureusement que j'ai fait une école de commerce, ça m'a permis de gérer ma carrière. Donc, ce n'est pas du tout un problème de voir des jeunes qui ont envie de changer de métier, de devenir boulanger, fleuriste, etc. Au contraire, c'est même, je trouve, une richesse. Oui, parce que c'est vrai, quand on entend les intervenantes, on a l'impression que cette jeunesse, elle est capable d'apprendre par elle-même, de prendre beaucoup d'initiatives, d'être très débrouillarde, et on se demande un peu, mais qu'est-ce que fait le système éducatif? Qu'est-ce qu'il peut lui apporter je pense, très honnêtement, et j'espère que tous les directeurs d'école et collègues qui sont là sont capables de le dire, on a encore beaucoup de choses à leur apprendre, différemment, avec des techniques différentes, mais je pense qu'ils ont besoin de tout ça. Je vous dis, là on a, enfin, l'expérience montre qu'on a quand même des jeunes qui sont parfois un petit peu paumés, et on peut être là aussi pour les aider, être juste un guide, les accompagner dans un projet professionnel. Ils ne sont pas mis en danger quand ils viennent dans nos écoles, ils peuvent se mettre en danger après, mais on est là justement pour faire ce travail. Enfin, moi, je trouve que c'est notre véritable vocation. Si on est juste dans le transfert des connaissances comme à une époque, il n'y a plus besoin de nous, ça c'est clair, etc. Et dans la réflexion, parfois, ils sont plein de paradoxes. C'est vrai qu'on est sur des générations, développement durable, écologie et tout, et en même temps qui vont aller acheter en Chine pour vendre des t-shirts pas chers, qui vont acheter le dernier iPhone, etc. Donc peut-être qu'on peut les aider aussi dans ce travail d'accompagnement, de réflexion à leur devenir. Merci. On va pas le faire en à leur fait, place. je vois Flora qui veut réagir, et puis après, je donnerai la parole à la salle, parce que j'ai l'impression qu'elle veut réagir aussi. Donc allez, on y va. Je ne sais pas si ce micro marche, super. Non, effectivement, il faut aussi sortir de ce biais qui est que les générations d'au-dessus accablent la génération Z d'être paradoxale. Bon, d'accord, on sait sur tous les paquets de cigarettes que fumer tue, et pourtant, je suis sûre qu'il y a plus d'une personne qui fume dans cette salle. On a tous notre lot de paradoxes, et il faut pas, il y a, en tout cas dans le milieu des entreprises que je côtoie plus souvent, il y a de l'immobilisme qui se crée. Parce qu'on dit, mais de toute façon, ils achètent leur t-shirt à 1 euro. Et que c'est là le cœur du problème. C'est vrai, mais c'est pas pour autant que c'est pas votre rôle, justement, de les éveiller, etc. Et évidemment que des paradoxes resteront. On va pas demander à toutes les générations d'être imparfaites, sauf à celle qui a le poids de la catastrophe climatique sur le dos, elle, d'être parfaite et irréprochable. Ce serait quand même sacrément injuste. Donc je voulais juste dire ça. Et effectivement, sur ce que vous dites, Internet, on touche quand même à l'utopie en termes de savoir et de connaissances. Vous savez qu'il y a des cours de Harvard et de Stanford qui sont diffusés en open source sur Internet. Et il y a 3 élèves par an qui les valident dans Stanford, et un en Inde, un en Chine, un qui n'avaient jamais eu accès et qui n'ont pas les frais de scolarité à payer. Donc l'utopie
de l'accès à l'information, elle est bien présente. Et pour autant, ça a son lot de paradoxes, puisque on voit bien que ça crée aussi du lien, mais ça en défait aussi. Enfin, voilà, on voit bien aussi le lot de paradoxes qu'a Internet. La différence entre Internet en termes de savoir et un prof, c'est que le prof, c'est un humain qui a la capacité de créer du lien. Excusez-moi, j'y reviens, mais parce que le problème de sens de notre société, et quand on voit le métaverse qui arrive, qui est déjà là, pour plein de gens, c'est pas forcément nouveau, justement, ce lien physique, comment on va le maintenir, comment on va le préserver. Et ça, je pense que c'est la clé, et c'est le lien qui permet de trouver le sens, la vraie raison d'être, le vrai pourquoi du comment. C'est bien notre rôle. Ouais. C'est bien notre rôle, ce lien. On va tout de suite passer aux questions dans la salle, parce que j'ai vu déjà des gens qui voulaient réagir. Ah non, finalement, ils veulent plus. Vous voulez plus du tout réagir à ce que disait Flora ou Gebali? Sinon, je vais poser les questions. Ah non, ils ne veulent plus. Non, je croyais que devant, vous vouliez réagir. J'ai vu des... Non? Non, parce que c'est... Vous avez réagi en direct. Voilà. Mais tout le monde ne vous a pas entendu. Bon, moi, j'ai d'autres questions, mais c'est mieux si c'était vous qui les posez que l'AEF. C'est comme vous voulez. Ouais, bien sûr. Du coup, je vais en profiter pour rebondir rapidement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'école a un rôle essentiel aujourd'hui pour former, cadrer, donner les compétences, les capacités, les aptitudes. Et c'est là où votre rôle est essentiel. Mais pour ça, il va falloir vraiment les équiper avec les compétences et les connaissances qui vont leur servir demain, qui vont leur servir aujourd'hui en termes de digital, de numérique, savoir se cadrer. C'est un univers hyper addictif. Ils ont besoin de plus que leurs parents, de leur apprendre les usages et voilà, les enjeux. Et c'est là où on n'est plus sur de la connaissance brute, parce que ça, on la trouve sur Internet. Mais vos écoles servent aujourd'hui à d'une façon dynamique. Et je pense que c'est super compliqué de créer justement cette nouvelle façon d'enseigner et de former. Mais c'est vraiment, je pense, l'enjeu stratégique des grandes écoles et des écoles de commerce et de management des années à venir. Et d'ailleurs, on le voit vraiment à l'international. Nous, on regarde beaucoup ce qui se passe à l'international. Et c'est vrai que les écoles américaines se lancent très très vite sur tous ces sujets de co-construction, de comment intégrer au mieux dans les formations le développement durable, mais toutes les formations, et comment eux-mêmes, en tant qu'école, s'appliquer ça à soi-même. Parce que c'est très bien de former, mais quand il y a un trop gros décalage de cohérence entre ce qu'on fait en interne, par exemple, un truc tout bête, mais le tri des déchets, des choses comme ça, ou pas du tout d'option végétarienne à la cantine, c'est vraiment tout simple. Parce que c'est pas ça l'essentiel, le cœur du sujet. Mais s'il y a une incohérence trop forte, les générations, les étudiants le remarquent, et du coup ça perd vraiment l'ampleur du message. Donc bien sûr qu'il y a un gros rôle pour moi des écoles, et c'est un gros challenge parce qu'il va falloir réadapter les formations, former les professeurs en fait, tout simplement. Enfin, c'est pas simple du tout, mais bien sûr qu'il y a un grand rôle pour moi des écoles supérieures. Ce qui m'étonne, c'est d'avoir cette vision. Enfin, il me semble que les écoles ont déjà fait un pas. Bien sûr qu'il y a encore une marge de progression, je suis tout à fait d'accord. Mais il me semble qu'il y a quand même une marge. Enfin, en permanence, on a quand même beaucoup d'écoles. Quand on regarde les classements, justement, sur les entreprises engagées en RSE, les écoles, je veux dire, engagées en RSE, etc., il me semble qu'il y a déjà pas mal de choses qui est faites. Et s'il y a bien des gens qui sont... curieux et en tout cas qui ont envie de faire changer, c'est dans ce type de formation. Je vais étendre le coup de chapeau d'une façon comme ça, parce qu'effectivement, ça t'a dit tout à l'heure, et c'est gentil, mais je pense qu'on devrait être plus à le faire, mais pour passer du temps... je suis passé du côté Vatican maintenant, c'est-à-dire je suis FMD, CEF déjà à l'époque, même HCE, CES, enfin, j'ai du mal à le dire à chaque fois, il faut changer de nom. HCERS, voilà, récemment à Lyon. Et honnêtement, moi, je profite de vous avoir là parce que souvent, on est de l'autre côté de la table et on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Mais moi, j'ai un coup de chapeau à vous donner. C'est formidable. En 10 ans, enfin, ça fait plus que ça, ça fait 15 ans que je fais des évals et des audits. C'est exceptionnel ce que vous avez fait. Donc, vraiment, de ce point de vue-là, c'est formidable. C'est-à-dire, très simplement, là, je profite d'avoir l'Assemblée devant vous, mais enfin devant moi, mais en l'occurrence, il y a eu un vrai travail qui a été fait là-dessus. Et honnêtement, ce qu'on entend aujourd'hui, quand on discute avec vous, d'ailleurs, dans les systèmes d'accréditation sur toutes ces questions-là, votre conscience est absolue. Donc ça, il n'y a pas de sujet. Je crois qu'il y avait une remarque ou une question, c'est ça? Oui. Moi, je voulais réagir sur Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste vous présenter? Parce qu'en fait, il y a des journalistes qui doivent écrire derrière et c'est plus simple pour eux. Alors, Elon Musk... Je voudrais bien, surtout pour le compte bancaire, mais non. William Lys, membre de la CEFDG.
Donc moi, je voudrais... Bonne chance. Merci. Je voudrais intervenir sur ces aspects d'évolution sociétale et de nos formations de gestion. Moi, je pense que les évolutions sociétales, elles vont très très vite, vous l'avez dit. Et le rôle de nos formations, c'est de préparer des gens pour être, je vais dire, intégrés à la société tout au long de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du numérique et du développement durable. Je rappelle qu'aujourd'hui, on critique le transport aérien. Il y a même des mouvements de boycott du transport aérien qui produit moins de carbone que le numérique. Demain, il peut y avoir un mouvement de boycott du numérique pour des raisons écologiques. Enfin, la société, personne ne peut dire ce qu'elle sera dans 10 ans. Elle peut évoluer très, très, très vite. Donc moi, je pense que le rôle de nos écoles, c'est plus sur ces questions de développer les capacités des gens à gérer les évolutions sociétales rapides et à faire face à toutes les évolutions qui peuvent se produire au cours de leur vie. Et moi, je pense que les écoles, au cours des dernières années, ont plutôt bien réussi. Comme je dis toujours, moi, j'ai eu la chance d'être formé en informatique il y a quelques dizaines d'années. S'il y a une science qui a bien évolué en 30 ou 40 ans, c'est bien l'informatique. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec l'informatique du 21e siècle. Ce n'était pas dans le domaine des écoles de management, mais je pense qu'il y a des managers qui ont été formés il y a très longtemps dans des écoles du vieux monde. Merci. Et qui aujourd'hui font de l'excellent management. Et je pense que c'est ça l'excellence de ces formations, d'être capable de développer des compétences qui vont se pérenniser pendant 10, 20, 30 ou 40 ans. Okay. Voilà, c'était la remarque. Alors, c'est que maintenant, il y a d'autres questions un peu partout. Alors là-bas aussi. Oh, et après, il faudra passer le micro. Un homme assez vieux qui parle. Je pense que vous avez tout à fait raison. Les écoles de management ont un rôle, et l'éducation a un rôle énorme à jouer pour l'avenir, parce qu'effectivement, on doit préparer les générations qui vont décider. Et je crois que les écoles de management ont un rôle tout particulier à jouer, parce que on a l'habitude de travailler avec un certain niveau de systémie. En faisant de la stratégie, on va devoir élaborer une stratégie incluant des éléments financiers, des éléments techniques avec la supply chain, etc., des éléments humains, les systèmes d'information, etc. Et cette intégration globale pour définir une stratégie, elle est absolument nécessaire pour relever le défi de la sustainability, parce que pour moi, il n'y a pas que l'environnement. Et comme ça a été bien rappelé, il y a la question sociale, il y a la question environnementale et la question économique. Et réconcilier les trois dimensions, c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement dangereux si on n'a pas de vision globale. Si on dit on baisse la consommation de 10%, il y a moins d'empreintes. Alors, ceux qui sont un peu vieux comme moi, ils savent qu'avec la crise de 29, c'est une crise de baisse de la consommation. Quand vous voyez l'impact que ça a eu, la Seconde Guerre mondiale vient de là. Derrière, il y a des dizaines de millions de morts. Donc, faisons attention, pas n'importe quoi. Quand on dit pollution ou bio, il y a une étude qui a été montrée, par exemple, là, je regarde Franck encore, qui montrait que si les Anglais mangeaient que du bio, ça serait bien certainement pour leur santé, mais ça serait catastrophique au niveau environnemental parce que la productivité du bio est plus faible que l'agriculture traditionnelle. Et donc, ça entraînerait beaucoup plus de transport. Attendez, et je termine si vous voulez bien. Oh, je suis désolé. Vous avez remarqué que plus un département est pollué, plus on vit longtemps. La pollution tue normalement, c'est ce qu'on me dit. Il faut verdir. Il y a une étude qui est sortie il y a 1 an qui montre et qui a été commandée par les maires des villes rurales, qui montre que l'espérance de vie est plus faible dans les zones rurales et ultra-rurales que dans les zones urbaines. Un écart de 2 ans pour les hommes. J'ai fait moi-même sur cette base-là la corrélation en fonction du taux de pollution, parce qu'aujourd'hui on a tout. Je vous arrête là, sinon les autres pourront plus poser la question. Plus on est pollué, plus on vit longtemps. Donc tout pas pour dire qu'il faut être pollué. C'est pour dire qu'il faut à tout prix une vision globale. Alors je m'excuse. Et systémique. Voilà ce que je voulais dire, et que donc on a, en tant qu'école de commerce, un rôle à jouer. Alors je m'excuse d'avoir dit que les climato-sceptiques n'existaient plus en début de discours, parce que là quand même, ce que vous dites, c'est quand même... Non mais
Évidemment, de toute façon, quand il y aura plus de villes côtières en 2050, moi j'aurai 56 ans, donc il faudra aussi faire attention. Je vous conseille pas d'investir sur les côtes et il faudra déménager Biarritz ou New York. Donc oui, c'est vrai, il faudra aussi faire attention. En fait, il faut aussi, et encore une fois, je suis pas du tout là pour vous. Désolée, je me suis octroyé un droit de réponse. Mais... Non, mais c'est juste que je veux continuer après avec les questions quand même, que la salle vous. Alors vous pourrez discuter après si évidemment vous voulez. Que le changement, il est. Allez-y pour la question. Oui, bonjour. Donc Denis Guibard, moi je suis directeur d'Institut Mines Télécom Business School et à mes heures perdues, je suis président de la commission développement durable et responsabilité sociétale de la conférence des grandes écoles. Je voulais vous remercier moi pour ce panel et tout ce qui a été dit. C'est extrêmement enrichissant et intéressant et illustratif en fait de la nature des problématiques qui se posent à nous, responsables et dirigeants d'école, et aux étudiants qu'on l'on forme, avec le fait que je crois un des points essentiels, et Jean-Philippe l'a un tout petit peu touché, c'est que sur tous ces sujets, que ce soit la transition écologique, et je suis tout d'accord avec lui, il faut aussi mettre social ou sociétal derrière, parce que les enjeux sont aussi forts de ce côté-là, ou la transition numérique, on est dans des problématiques et des systémiques extrêmement complexes. Et notre enjeu principal, je pense, effectivement, on va former des étudiants qui sont les dirigeants de demain, des acteurs qui auront plus que beaucoup de citoyens un impact sur la société, sur la nature, sur l'environnement, sur la planète, parce qu'ils seront dans des positions avec plus de leviers que d'autres. Et nous, notre enjeu premier, je pense, c'est vraiment de les former à comprendre que ce sont des dispositifs complexes, qu'il y a une systémique, que ça peut travailler dans un sens et dans un autre, et qu'il faut surtout se garder de positions trop simplistes et trop tranchées, parce que c'est là qu'on se trompe, et c'est là qu'on peut faire des erreurs et s'engouffrer dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Alors bien sûr, New York sera peut-être un petit peu plus sous les eaux qu'aujourd'hui dans 50 ans, c'est sans doute malheureusement vrai, mais c'est certain même. Hein, mais faut aller un petit peu plus loin que ça, et vraiment raisonner globalement. Et notre première responsabilité, c'est vraiment ça. Et derrière, le point difficile qu'on a tous, c'est qu'en fait, pour faire ça, c'est nos enseignants-chercheurs qui vont avoir à le faire. Et nos enseignants-chercheurs, c'est des enseignants-chercheurs. Ils font leur enseignement sur la base de leur recherche. Et donc, il y a un temps de cycle aussi pour monter en compétences, se former, pour ensuite se considérer comme légitime, pour aller porter cet enseignement-là à leurs étudiants. Donc il faut un tout petit peu de patience, mais comme ça a été dit par plusieurs personnes, et moi je le vois depuis quelques années à la commission des DRS de la CGE, très franchement, je peux le dire à mes collègues, hein, il y a 5-6 ans, quand je prenais la parole à l'Assemblée générale, ils m'écoutaient poliment. Hein, on peut le dire comme ça. Maintenant, ils sont un peu plus attentifs, je pense, et un peu plus sensibilisés au sujet, donc oui, c'est en train de changer. Merci. Okay. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être... Non, alors... Est-ce que vous voulez... Dans les zones ultra-rurales, le secteur hospitalier est beaucoup moins développé. C'est à cause de ça que l'espérance de vie est plus basse. Je vous propose que vous parliez ensemble. Bon. Ouais, mais c'est super que vous débattiez, mais par contre, il faudra le faire à la fin, au moment du cocktail. Et maintenant, on va enchaîner, parce qu'il y a Anne-Sophie Barthès qui est présente, qui va prendre la parole, et on ne va pas lui couper son temps de parole quand même. Donc, merci à tous, c'était très énergique. C'était pas facile à tenir en 45 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.